NASA a pour mission d'explorer l'inconnu. On sait peu de choses de l'univers par rapport à ce qui nous reste à apprendre. Avide de réponses, elle envoie des scientifiques dans l'espace et des sondes au-delà de la limite de notre système solaire. Qu'y a-t-il là-haut? L'obscurité grouille peut-être de danger. On découvre toujours plus de choses mystérieuses. On ne sait jamais ce qu'on va trouver. La CIA tente de protéger les secrets de la NASA des espions soviétiques. Autant leur fournir de fausses informations. Une alarme se déclenche dans la Station spatiale internationale. Si le problème avait une origine naturelle, les ingénieurs devaient le savoir. Dans l'Arctique, la disparition d'une superbombe menace une base de la NASA. Qu'y a-t-il sous la banquise? Une bombe nucléaire perdue? Découvrez les dossiers de la NASA. L'Union soviétique dévoile en grande pompe sa navette spatiale. C'était une copie conforme de la navette américaine. Ce n'était pas une coïncidence, c'était du vol. Des documents déclassifiés montrent comment la CIA a contre-attaqué. Autant leur fournir de fausses informations. Le 12 avril 1981, c'est une nouvelle ère du vol spatial habité qui commence. La navette Columbia décolle pour la première fois du centre spatial Kennedy. Pendant 7 ans, les missions s'enchaînent brillamment sous l'œil attentif de l'Union soviétique. Les Soviétiques ont dû prendre une décision. Allaient-ils construire leur propre navette? Le 15 novembre 1988, un vaisseau orbiteur réutilisable baptisé Buran termine son premier vol automatique de 3h36 minutes. C'était frappant de voir à quel point il ressemblait à la navette américaine. Les Soviétiques ont prétendu que cette ressemblance n'était qu'une convergence de conception, mais personne n'y a cru. Après un atterrissage parfait, la navette soviétique disparaît littéralement. Que s'est-il passé? Les Soviétiques s'étaient donné du mal pour construire une copie de la navette américaine. Mais une fois qu'ils l'ont eue, elle s'est avérée inutilisable. Son sort reste un mystère jusque dans les années 1990, quand des dossiers déclassifiés du KGB révèlent une des histoires d'espionnage les plus étranges du XXe siècle. Tout commence en 1976. Le premier secrétaire du parti, Léonid Brejnev, enjoint au ministre de la Défense de lancer la construction d'un engin spatial réutilisable. Buran a été le pendant soviétique du programme américain de navette spatiale. Mais l'Union soviétique est confrontée à un problème de taille. Sur le plan économique, elle ne pouvait pas rivaliser avec le programme de la NASA. Elle n'avait pas les moyens de concevoir son propre véhicule. Mais Léonid Brejnev veut sa navette à n'importe quel prix. Le Kremlin a alors donné son feu vert à son service de renseignement afin qu'il mette en tête de sa liste de courses les technologies spatiales que ses agents devaient se procurer. Cette mission s'avère une des plus faciles de toute l'histoire du KGB. En effet, afin de faciliter l'échange d'informations avec les pays alliés, le programme de la navette américaine n'a pas été classé secret défense. Les plans du véhicule sont accessibles à tous dans les services officiels. Les Soviétiques sont parvenus à se procurer un nombre incroyable de documents sur les essais en soufflerie, les fusées de lancement, les tuiles de protection thermique, les systèmes informatiques, etc. Tout était disponible. Une fois, ils se sont même rendus à l'imprimerie nationale à Washington pour réclamer des copies de certains plans et sont repartis avec. La NASA a fait la recherche et le développement pour eux gratuitement. Les services de renseignement américains finissent par se rendre compte de cette bourde.
Mais il faudra attendre la fin des années 1980 pour que la CIA puisse prendre sa revanche. Vladimir Vetrov est un haut gradé du KGB qui est entré en contact avec le service de renseignement français. Or, la France est l'allié des Américains au sein de l'OTAN. Vladimir Vetrov va fournir une quantité énorme de renseignements, dont les détails du plan d'espionnage de la navette. Au début, la CIA est horrifiée de voir que les Soviétiques ont volé tout ce qui concernait sa conception. Que faire? Se venger. La CIA laisse les espions soviétiques continuer leur manège, mais cette fois, c'est elle qui mène la danse. Autant leur fournir de fausses informations. La CIA choisit de contrôler les documents sur lesquels les Soviétiques vont mettre la main, de façon à ce que la conception de leur navette soit erronée. On ignore si la NASA a joué un rôle dans cette opération de mystification. C'est plausible, parce que pour tromper les scientifiques soviétiques, il fallait que des spécialistes de l'espace aident à falsifier les plans. Les documents déclassifiés montrent que le plan de la CIA fonctionne parfaitement. Ignorant qu'ils ont été dupés, les Soviétiques ont continué d'intégrer des données erronées dans leur projet. En 1988, la navette Buran effectue son premier vol. Mais l'atterrissage triomphal cache de graves défaillances techniques. La chaleur intense générée par la rentrée atmosphérique a carbonisé le nez et le ventre de l'appareil. Les ingénieurs soviétiques peinent à expliquer ces dégâts catastrophiques. Ils sont convaincus que la protection thermique de leur véhicule est la même que celle de la navette américaine. Sur la Buran, ils avaient appliqué de la colle entre les tuiles thermiques, une technique que la NASA avait écartée après de nombreux échecs. Quand l'engin est redescendu, les tuiles étaient complètement calcinées. Il était inutilisable. Les Soviétiques n'ont pas osé le faire voler de nouveau. De son côté, la navette américaine devient l'outil incontournable de la NASA, contribuant entre autres à la construction du télescope Hubble et de la Station spatiale internationale. Mais l'histoire aurait pu prendre un tour très différent. Si on n'avait pas découvert les agissements des Soviétiques et qu'ils avaient construit une navette performante, il y aurait peut-être eu une seconde course à l'espace. À suivre. Des dossiers déclassifiés révèlent que depuis la guerre froide, une catastrophe menace une base de la NASA dans l'Arctique. Ces bombes devaient être récupérées et vite. C'était la priorité absolue des Américains. Un astronome célèbre découvre une planète qui défie les lois de la physique. Soit quelque chose cloche dans les lois de Newton, soit une force inconnue s'exerce sur Mercure. Inébranlable avec Benny Lin. Un bombardier stratégique B-52 s'écrase dans l'Arctique, près d'une base de la NASA. Il transportait 4 bombes à hydrogène. Ces bombes devaient être récupérées et vite. C'était la priorité absolue des Américains. Mais d'après certains documents déclassifiés, l'une d'elles n'a jamais été retrouvée. Qu'y a-t-il sous la banquise? Une bombe nucléaire perdue? La base aérienne de Thule, dans le nord-ouest du Groenland, est le QG du programme de recherche de la NASA dans l'Arctique. La majorité des gens ignorent généralement que la NASA travaille aussi dans beaucoup d'endroits sur Terre, en particulier les régions polaires de l'Antarctique et de l'Arctique. Les scientifiques en poste ici étudient la banquise et le climat. Mais ces étendues blanches et glacées cachent un lourd secret qui date de la guerre froide, quand la base appartenait à l'armée de l'air américaine. Il y a plusieurs dizaines d'années, c'était le point de départ de missions nucléaires secrètes. Entre autres, toutes celles qui se sont déroulées dans le cadre du projet ultra secret, baptisé Chrome Dome. Pendant toute la durée de cette opération, des B-52 armés de bombes nucléaires se relaient dans le ciel au-dessus du Groenland, prêts à intervenir si l'Union soviétique déclenche une attaque. Ils transportaient des bombes susceptibles d'être lancées lors de frappes de représailles contre l'URSS.
C'est ainsi que le 21 janvier 1968, un B-52 de l'US Air Force décolle avec 4 bombes H à son bord. Et c'est l'accident. Un incendie se déclare à bord. Ça n'aurait pas pu être pire dans un avion transportant des ogives nucléaires. La fumée a envahi la cabine. L'équipage a essayé désespérément d'éteindre le feu, en vain. Les flammes gagnent les parties les plus larges du fuselage, faisant griller les circuits électriques de l'appareil en l'espace de quelques minutes. Le pilote comprend qu'il faut abandonner l'avion. Tout l'équipage s'éjecte. Malheureusement, l'un des hommes se tue. Le bombardier plonge vers l'océan. L'avion et son arsenal nucléaire s'écrasent sur la glace à 11 km de la base de Thule. Les explosifs conventionnels des bombes détonnent. Le souffle projette des débris, dont des éléments radioactifs, sur toute la banquise. Ça ressemble à l'explosion d'une bombe sale. Le matériau radioactif est éparpillé sur une zone immense. Près de 8 km² sont contaminés par les restes de l'épave. Plus grave, le carburant en feu fait fondre la banquise et des morceaux de la cargaison nucléaire coulent au fond de l'océan. Il y avait un autre problème. Le Groenland est un territoire autonome danois. Or, le Danemark est une zone exempte d'armes nucléaires. Et les missions des B-52 américains contrevenaient à sa politique. Si l'affaire éclatait au grand jour, le scandale serait énorme. Les gouvernements américains et danois lancent une opération conjointe de nettoyage baptisée Crested Ice. On en était encore au balbutiement de la technologie nucléaire militaire et seule une poignée de pays la possédait. C'est pourquoi la priorité était de récupérer ces bombes avant que d'autres ne mettent la main dessus. 700 personnes, des soldats américains et des civils danois, ont alors passé au peigne fin presque 2 milliards de mètres cubes de glace par des températures de plusieurs dizaines de degrés en dessous de zéro. Le bombardier s'est écrasé en janvier 1968. Ce n'est qu'en septembre que le Strategic Air Command annonce que l'opération de nettoyage est terminée. D'après le rapport d'enquête officiel, les équipes des deux pays ont retrouvé 99% de l'épave contaminée, dont les 4 têtes nucléaires. Pourtant, en 2000, un quotidien danois publie des documents déclassifiés par le Pentagone qui révèlent une version des faits complètement différente. Les débris récupérés étaient ceux de 3 bombes sur 4 seulement. Il semble que les composants nucléaires d'une des 4 bombes à hydrogène n'aient jamais été retrouvés. L'histoire telle qu'elle apparaît dans ces documents, c'est que le composant nucléaire de la 4e bombe est tombé à l'eau à travers la banquise. Et quand la glace s'est refermée, il est resté englouti. Se peut-il qu'il y ait une bombe nucléaire au fond de l'océan? Il faut savoir qu'une bombe à hydrogène est 80 fois plus puissante que celle qui a explosé au-dessus d'Hiroshima et que son explosion génère une puissance de plus d'1 million de tonnes de TNT. Les retombées radioactives seraient fatales pour toute personne se trouvant sans protection dans une zone de près de 2600 km². Selon le rapport du Pentagone, 3 mois après l'accident du B-52, l'US Navy avait dépêché sur les lieux un sous-marin afin de passer le fond de l'océan Arctique au peigne fin. Le gouvernement danois ignorait la véritable mission du sous-marin. Au bout de 3 semaines, les recherches avaient pris fin. Une succession de problèmes techniques, ajoutés aux mauvaises conditions météo, ont entraîné l'abandon de cette mission secrète. En dépit de tous les efforts, l'ogive nucléaire n'a jamais été retrouvée. Aujourd'hui, la guerre froide est terminée.
Mais il est vraisemblable qu'un vestige de cette période soit toujours caché sous la banquise, près d'une base américaine dans l'Arctique. Si des éléments d'une bombe nucléaire ont bien été éparpillés dans la zone et n'ont jamais été récupérés, c'est inquiétant, non seulement pour les scientifiques, mais aussi pour la population du Groenland et plus généralement pour tous les habitants de la Terre. La NASA enquête sur un mystère biblique. D'après la légende, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel pour détruire les deux villes. Il s'est passé quelque chose là-bas, un événement vraiment terrible. Une tablette d'argile assyrienne détient-elle le secret de la destruction de Sodome et Gomorrhe? La destruction apocalyptique des deux villes punies par Dieu est relatée dans la Genèse, le premier livre de la Bible. Dieu était en colère contre les habitants de Sodome et Gomorrhe parce qu'ils avaient un comportement immoral. Dieu a donc fait tomber une pluie de feu et de soufre sur les deux cités pour les anéantir. Dans la Bible, cette destruction est la punition du péché des hommes. Mais la légende aurait-elle un fond de vérité? La question est de savoir si c'est un mythe à 100% ou s'il repose sur des faits concrets. En 1975, des archéologues mènent des fouilles sur deux sites de l'âge du bronze, près de la pointe sud-est de la mer Morte. C'est là qu'ils découvrent le premier indice tangible de l'existence réelle de Sodome et Gomorrhe. En revanche, aucun élément archéologique n'indique ce qui a provoqué leur destruction. Un phénomène scientifique pourrait expliquer une bonne partie de ce qui est rapporté dans cette histoire. En 1997, des chercheurs de la NASA avancent une hypothèse. Les cités auraient été anéanties par un bombardement cosmique intense. Se pourrait-il qu'elles aient été annihilées par quelque chose tombé du ciel? La description d'une pluie de feu et de soufre qui s'abat sur les observateurs terrifiés pourrait correspondre à la chute d'un astéroïde ou d'une comète qui serait entrée en collision avec la Terre. D'après l'équipe de la NASA, c'est un bombardement cataclysmique d'astéroïdes qui a détruit Sodome et Gomorrhe il y a 4000 ans. On sait que tous les 2500 ans environ, la Terre est heurtée par un gros astéroïde. Ça pourrait cadrer avec l'époque de la destruction de ces deux anciennes cités. L'impact aurait été très violent. Il aurait été difficile de s'en tirer. Ce n'est pas le genre de catastrophe dont on peut réchapper. Personne n'aurait survécu. Pourtant, les archéologues ne trouvent aucun vestige de cratère d'impact ni de débris de météorites sur les sites de la mer Morte. Puis, en 2008, deux scientifiques britanniques parviennent à interpréter les inscriptions gravées sur une tablette en argile. Celle-ci a été découverte au XIXe siècle, enfouie dans le désert irakien depuis des milliers d'années. Ils ont compris qu'il s'agissait d'une carte du ciel nocturne avec la position des planètes et peut-être aussi la course d'un astéroïde. Alan Bond est l'un des deux chercheurs. Il y a une ligne dans le texte qui évoque le passage très rapide d'un gros objet. C'est parfaitement clair. Alan Bond et son collègue Mark Hemsel créent un programme informatique qui permet de reconstituer le ciel nocturne il y a des milliers d'années. D'après leurs calculs, l'objet est probablement un astéroïde de 1600 mètres de long. Ils ont fait une simulation pour déterminer l'endroit où cet astéroïde aurait percuté la Terre. Ce serait en Autriche. C'est-à-dire à plus de 2400 km des sites supposés de Sodome et Gomorrhe. Mais les chercheurs ont une théorie pour expliquer comment l'objet aurait pu malgré tout provoquer la destruction des deux villes. Un impact de cette importance va engendrer un panache comparable aux champignons d'une explosion atomique.
Or, ça a été beaucoup plus violent que toutes les explosions nucléaires jamais déclenchées par l'homme. Cet immense nuage de cendres toxiques et de débris en fusion s'élève et dérive au-dessus de la Méditerranée sur plus de 2700 km avant de rentrer dans l'atmosphère au-dessus de la mer Morte. Tout ce qui se trouvait sous le panache a été détruit. On sait que dans le nord de l'Égypte, des centaines de milliers de personnes sont mortes. Tout ce qui se trouvait au niveau du sol, y compris les humains, s'est enflammé instantanément. Cela cadre avec la description que la Bible fait de l'anéantissement de Sodome et Gomorrhe. Mais quand les spécialistes cherchent un cratère d'impact dans la zone correspondante autour de Köfels en Autriche, ils ne trouvent que les traces d'un gigantesque éboulement. S'il y a eu un éboulement plutôt qu'un cratère classique, c'est parce que l'objet a heurté une montagne, a explosé et s'est éparpillé dans la vallée où se trouve Köfels aujourd'hui. C'est alors que l'onde de choc a provoqué l'effondrement de la roche. Même si la présence d'un éboulement tend à valider cette thèse, il n'a pas été possible de la vérifier de manière indiscutable. Si ça s'était passé comme ça, il y aurait eu des répercussions partout en Europe et probablement dans le monde entier à cause des matières éjectées dans l'atmosphère. Le choc aurait provoqué des changements de température, voire des tsunamis. Mais où sont les traces? Tant que les scientifiques n'auront pas découvert d'éléments plus tangibles, la raison de cette terrible destruction restera un mystère. Ça ne veut pas dire que la thèse de l'astéroïde est fausse, mais il y a beaucoup d'inconnus. Peut-être n'a-t-on pas encore trouvé le site de l'impact. C'est de l'histoire très ancienne. On a beau bien la connaître, on ne saura peut-être jamais la vérité. À suivre, une alarme se déclenche brusquement dans la Station spatiale internationale. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Une fuite de gaz toxique, un incendie, une chute de pression. Chacun de ces problèmes peut être mortel. Une alarme retentit à bord de la Station spatiale internationale. Quand un signal d'alerte se déclenche, pas question de l'ignorer, ça peut être une question de vie ou de mort. Elle indique un niveau dangereux de radiation. Si le problème avait une origine naturelle, les ingénieurs devaient le savoir. Dans tous les cas, c'était grave et inattendu. « 14 avril 2016, à 400 km au-dessus de la Terre. La mission du 47e équipage de la Station spatiale internationale a commencé 44 jours plus tôt. Son objectif, étudier les effets à long terme de la microgravité sur l'organisme humain. Soudain, l'alarme sonore brise le silence de la station. Ça fait un bruit assourdissant. On comprend tout de suite qu'il se passe quelque chose et qu'il va peut-être falloir réagir très rapidement. Mais le système ne donne aucune indication sur la nature du problème. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Une fuite de gaz toxique, un incendie, une chute de pression. Chacun de ces problèmes peut être mortel. Les astronautes tentent de déterminer d'où vient l'anomalie. Mais un des principaux ordinateurs de bord affiche une défaillance technique. À son tour, celle-ci déclenche une alarme au centre de contrôle de l'ISS en Allemagne. Très vite, les ingénieurs perdent le contact avec l'ordinateur de la station. Y a-t-il quelque chose qui efface les données et bloque les communications? Que se passe-t-il? L'enchaînement des événements est caractéristique d'une vague de radiation cosmique. Au centre de contrôle, les spécialistes pensent qu'elle est peut-être due à une éruption solaire. Mais les astronomes n'en ont détecté aucune qui soit assez violente pour provoquer une panne informatique d'une telle ampleur. Inévitablement, on se pose la question. Si les radiations ont été assez importantes pour détruire les systèmes de gestion des données, qu'ont-elles fait aux astronautes?
L'organisme humain est très sensible aux radiations cosmiques. On n'est jamais protégé dans l'espace. L'incident fait craindre que quelque chose ou quelqu'un bombarde délibérément la station spatiale de radiation. Une explosion nucléaire génère une impulsion électromagnétique ou IEM. En 2 mots, cette IEM peut griller les circuits et les équipements électriques. C'est un blitz de radiation assez puissant pour détruire un système de données. On a vraiment l'impression d'être la cible d'une attaque. Si on veut mettre un engin spatial hors service d'un seul coup, c'est la méthode la plus propre et la plus simple. Pour les spécialistes, c'est un scénario de cauchemar. L'ISS a-t-elle été victime d'une arme atomique? Pour autant qu'on sache, aucune des grandes superpuissances n'a effectué d'essais nucléaires dans l'espace depuis de longues années. Mais ça ne veut pas dire que personne ne soit capable de le faire. Les soupçons se portent sur un État voyou, la Corée du Nord. En effet, les services de renseignement américains craignent qu'elle ne cherche à déployer des armes dans l'espace. Par conséquent, les analystes n'excluent pas que les Nord-Coréens n'aient lancé une attaque atomique contre l'ISS. Était-il en train de fabriquer ou avait-il déjà fabriqué une arme capable de détruire un véhicule spatial habité? Le programme nucléaire de la Corée du Nord est archi-secret. On ignore s'ils sont très avancés dans leurs essais. Les experts passent au crible les données des satellites et des radars, mais ne trouvent rien indiquant que les Coréens ont lancé un missile. Ils s'intéressent alors à un autre phénomène susceptible d'être à l'origine de cet incident. 2 semaines plus tôt, des astronomes amateurs ont filmé une explosion spectaculaire à la surface de Jupiter, la géante gazeuse. Cette explosion a été très violente, certainement bien plus que celle de la plus grosse bombe atomique jamais larguée. Ces dernières années, Jupiter a subi un véritable bombardement d'astéroïdes qui déstabilise sa magnétosphère et provoque l'éjection de particules radioactives dans le système solaire. L'impact génère souvent un panache d'énergie de la taille de la Terre et parfois des éjections de matière jovienne. Se peut-il qu'une vague de radiation ait déferlé depuis Jupiter? Certains planétologues ne sont pas sûrs que les particules radioactives joviennes soient en mesure de lutter contre les vents solaires puissants tout au long des 643 millions de kilomètres qui séparent Jupiter de l'orbite terrestre. Même en admettant qu'elles échappent à la magnétosphère jovienne, elles seraient immédiatement emportées par les vents solaires jusqu'aux confins de notre système. Elles ne pourraient certainement pas revenir vers la Terre en